On va commencer. Aujourd'hui, on va commencer par Calliope. Ensuite, il y aura WiWi. Je vous présenterai WiWi après, ou Jean lui-même vous présentera WiWi. Donc, je vais vous présenter Calliope. Calliope est en troisième année de thèse. Alors, elle va vous parler de phylogénomique des bactéries. Alors, moi, je traduirai ça comme phylogénomique, c'est pas tout mon truc. Elle va essayer de vous expliquer si la poule vient avant l'œuf ou si l'œuf vient avant la poule. Donc, on peut traduire ça comme ça. Je crois que c'est pas trop mal. Voilà, je te laisse. Bonjour, je vais vous présenter le résultat d'une partie de ma thèse qui porte donc sur les bactéries pathogènes et leur phylogénomique. Dans la première partie, c'est une étude génomique comparative pour identifier les spécificités du génome associées à la capacité virulente des bactéries pathogènes. La deuxième partie, c'est une étude sur les processus d'évolution qui ont formé le génome des rickettsia et des orientia en prenant en compte tous les événements des pertes et des gains des gènes. Et en final, je vais vous donner les conclusions et les perspectives de ces travaux. Donc, les attribués à des facteurs de virulence. Donc, les bactéries pathogènes sont considérées d'être mieux armées comparées à des bactéries qui ne provoquent pas de maladies. Donc, il y avait aussi des études qui ont montré que la délétion des gènes dans les pathogènes avait un effet sur leur fitness, ça veut dire que leur fitness diminuait avec leur capacité de provoquer des maladies. Par contre, des études génomiques comparatives ont révélé que dans quelques cas, les génomes des bactéries comme les rickettsia ou les mycobactéries sont réduits. Donc, par exemple, les génomes des Mycobacterium leprae, Yersinia pestis et Salmonella typhi contiennent plusieurs gènes dégradés. Donc, un des meilleurs exemples de l'évolution réductive, c'est celui de Rickettsia prowazekii, qui est l'espèce la plus virulente parmi les Rickettsia. Donc, 24% de son petit génome est composé de pseudogènes et de l'ADN non codant. Et le séquençage des génomes des espèces rickettsiales ont montré qu'il n'y a pas de gènes de virulence identifiés. Donc, par exemple, le facteur de virulence, ce qui a été considéré comme un facteur de virulence chez Shigella et Listeria, qui est la motilité intracellulaire, on ne la retrouve pas chez Rickettsia prowazekii, qui est complètement immobile dans le cytoplasme. Donc, on ne peut pas dire que la mobilité est un facteur de virulence en soi, mais qu'il fait partie d'un répertoire virulent chez les bactéries pathogènes. Donc, toutes ces idées font l'objet de ma revue qui a été publiée dans Frontiers in Microbiology. Donc, l'objectif de la première partie était de réaliser une étude génomique comparative basée sur une approche neutre pour identifier les spécificités du génome associées à la capacité virulente des bactéries pathogènes. Pour cela, on a comparé les 12 espèces bactériennes les plus dangereuses, épidémiques pour l'homme, qu'on va appeler bad bugs, avec les espèces les plus proches phylogénétiquement, qui n'étaient pas épidémiques ou au moins pas pathogènes, ce qu'on va appeler le contrôle. Donc, pour trouver les bouches contrôle, on a réalisé des arbres CSS pour chaque groupe et on a établi une liste de 24 bactéries. On a commencé en regardant la taille du génome, le GC%, le pourcentage codon, le nombre d'orphes et le nombre de pseudogènes. Ensuite, pour chaque caractéristique, on a réalisé un graphe de ce type avec un test statistique derrière pour voir s'il y avait une différence significative entre les bad bugs et les contrôles. Donc, les résultats qu'ils nous ont donné, c'est que les bad bugs ont significativement des génomes plus petits que les contrôles, avec moins d'orphes. Et aussi un nombre élevé de queues polyarques est fortement corrélé avec un faible GC%. On a aussi regardé ce qui a été défini comme facteur de virulence dans la littérature. Et en fait, surprise, on a vu que chez les bad bugs, il y a moins de facteurs de virulence que chez les contrôles. D'autres caractéristiques qu'on a étudiées, c'était le nombre de motifs eukaryotiques-like, comme akinine repeat, tetratricopeptide repeat, leucine rich repeat, le nombre de protéines de sécrétion, le nombre de small RNA, les séquences d'insertion et aussi les familles de toxines antitoxines de type 2. Donc, on a pris les 7 familles les plus connues. On a fait tout ça et ça a été considéré aussi comme des facteurs de virulence parce qu'on a des exemples de facteurs qui jouent un rôle dans l'initiation de la transcription et la traduction. On a les protéines de sécrétion qui ont un rôle comme des ports de communication avec les cellules eukaryotiques. Et on a aussi l'exemple de séquences d'insertion qui jouent un rôle dans les réarrangements chromosomiques. Donc, pour tout ça, donc déjà pour les motifs eukaryotiques-like, la différence n'est pas significative. Pour les protéines de sécrétion, c'est le contrôle qui semble en avoir plus que les bad bugs. Pour les small RNA, la différence n'est pas significative. Pareil pour les séquences d'insertion. Par contre, quand on a regardé les modules toxines-antitoxines,
il y a 7 bad bags qui contiennent significativement plus de toxines antitoxiques que le contrôle. Donc ensuite, on a réalisé une analyse des composantes principales et ça a montré qu'en fait, ce qui semble caractériser les bad bags, c'est les toxines antitoxines. Donc en fait, il s'agit de modules, de molécules d'addiction. Donc ça veut dire que les deux gènes qui sont à côté sur les chromosomes, si on essaie d'éliminer l'opérant, la bactérie va mourir. Donc en fait, il ne s'agit pas de gènes essentiels pour la bactérie, c'est juste que la bactérie ne peut pas s'en débarrasser. Donc la preuve, les bactéries, les bad bags, les petits génomes, ils n'arrivent pas à s'en débarrasser parce qu'ils en ont plus que le contrôle. Par contre, le rôle de la pathogénicité, ça n'a pas encore été établi, donc ce n'est pas très clair. Il y a une étude en labo qui a montré qu'en fait, quand on essaie de limiter leur traduction, là, il y a une pathogénicité qui est induite chez l'hôte. Donc en fait, on peut dire que finalement, ce que les bactéries pathogènes ont comme arme, c'est en fait une arme de défense, rien d'autre. Ensuite, on a regardé l'absence-présence de chaque gène, de chaque catégorie fonctionnelle de COP, donc il y en a 23. Et pour chaque catégorie, on a fait une représentation type micro-arrêt, comme celle-ci. Donc en vert, c'est les gènes présents, en rouge, les gènes absents. Donc on a vu qu'il y a 10 catégories qui présentent moins de gènes chez les bad bags. Ces catégories concernent les gènes de transcription, le mécanisme de transcription des signaux, la recombinaison et la réparation, production d'énergie, et presque toutes les catégories qui contiennent des gènes qui ont un rôle dans le métabolisme. Ensuite, on a construit des arbres phylogénomiques et on a observé qu'en fait la topologie donnée par ces arbres elle est différente de la topologie obtenue avec les arbres phylogénétiques. Et en plus, quand on a réalisé l'arbre phylogénomique des facteurs de virulence, basés sur l'absence-présence de ces facteurs, on voit qu'en fait, les espèces phylogénétiquement proches ne clusterisent pas ensemble. Ce que ça veut dire que les répertoires géniques des espèces proches, en fait, ils ont des histoires différentes, alors que des espèces plus lointaines, ils peuvent avoir un répertoire de gènes similaires dû à des événements d'évolution similaires. Et enfin, on a regardé aussi pour des gènes qui étaient présents que chez les bad bags ou que chez les contrôles, donc les gènes qui semblent être spécifiques, si en fait il n'y avait pas d'interaction possible protéine-protéine. Pour cela, on a utilisé une base de données qui s'appelle String, et ça a montré qu'en fait les gènes qui semblent être spécifiques pour les contrôles, ils font presque tous partie des réseaux métaboliques. Donc en conclusion, en fait, les espèces qui ne sont pas des spécialistes, ils sont des pré-espèces qui vivent dans les communautés où les échanges sont facilités, et puis arrive un moment où ils vont se spécialiser dans des niches différentes. Là, les échanges vont être diminués jusqu'à ce qu'ils arrivent à une isolation génétique, et là, c'est la perte des gènes qui va prendre le dessus. Donc, ils vont perdre beaucoup de gènes, donc ils vont arriver à une dérégulation qui va conduire à une multiplication incontrôlée, et finalement, la pathogénicité va être traduite par la destruction de leur écosystème. Donc, en fait, la capacité pathogène de bactéries, ce n'est pas le résultat du facteur de virulence, mais c'est plutôt le résultat d'un répertoire des gènes virulents qui lui-même résulte d'histoires d'évolution différentes. Donc ce travail a été accepté dans Bourgeois, il est actuellement en production. Dans la deuxième partie, donc, on a bien vu que la perte de gènes semble être l'étape clé pour l'évolution de bactéries pathogènes intracellulaires, et on sait aussi que les rickettsia sont des génomes qui subissent encore une réduction. Donc souvent on dit que l'absence d'un gène dans un génome, quand on compare ces génomes avec une espèce proche, est souvent considéré comme être le résultat de sa perte par le génome. Donc on sait aussi que le processus de perte de gènes dans les espèces bactériennes et surtout dans les espèces de Rickettsia a été bien étudié par d'autres études. En plus, il a été dit que vu que les Rickettsia sont isolés génétiquement, des mécanismes comme le gain des gènes semblaient impossibles, jusqu'à la découverte des transferts horizontaux dans les génomes de Rickettsia. Donc là, on a pensé que peut-être l'absence d'un gène dans un génome donné peut en fait refléter le fait que ce gène a été gagné par un autre génome. Donc c'est ça qu'on a étudié là, en réalisant une étude d'évolution des Rickettsia et des Orientia. Et on a regardé le passage d'un mode de vie free living à un mode de vie intracellulaire en prenant en compte tous les éléments de perte et aussi des transferts horizontaux des gènes, en construisant des phylogénies pour chaque gène qui semble être absent. Et après, on a utilisé ces résultats et on a essayé de reconstruire le gene set des alpha-proteobactéries, Protorickettsia, Protorickettsia et Protorickettsia.
Donc pour cela, on a utilisé 3 membres de la Rickettsia, donc Rickettsia orientia anaplasma, et les frilivines qu'on a pris, c'était les colobactères. Donc orientia sont des intracellulaires stricts qui vivent dans les acariens, et les anaplasmas des parasites pathogènes qui causent des anaplasmoses chez l'homme. Donc on a utilisé 11 espèces de Rickettsia, donc c'était les 11 espèces disponibles sur NCBI, 2 espèces d'orientia, 3 anaplasmas et 2 colobactères. Pour tout ça, on a construit des codes. Et après, pour chaque gène qui semble être perdu d'au moins un génome, on a construit des phylogénies en utilisant la plateforme Phygenix. Et c'est en lisant les phylogénies qu'on a identifié les pertes de gains. Et après, on a utilisé un algorithme qui s'appelle PARSE pour reconstruire les gènes cells ancestraux. Donc, les phylogénies obtenues, donc souvent, le plus souvent, c'était des phylogénies avec une topologie typique. Donc, les Rickettsia, ils étaient bien dans les Rickettsia, bien avec les alphas. Par contre, on avait des cas un peu comme ça, donc vous voyez que les Rickettsia se trouvent parmi d'autres espèces bactériennes. Et là, on a conclu que c'est probablement un transfert des gamins vers les Rickettsia. Après, on avait aussi les cas inverses, ça veut dire qu'on avait plein de Rickettsia et d'Orientia tout autour des bactéries plus lointaines, donc ici en l'occurrence les Bacteroidetes. Donc c'est plutôt les Rickettsia qui ont donné aux Bacteroidetes. Donc en analysant de cette façon les phylogénies et en prenant que les phylogénies avec des bootstraps très élevés, on a identifié 9 cas de transfert, donc 6 vers les Rickettsia et 3 vers les Orientia. Donc par contre, là, les espèces donneuses, c'était souvent des bactéries, et on avait aussi des cas où l'espèce qui a donné un gène, c'était les caryotes, même un virus ou un protiste. Et il y avait aussi 3 cas inverses, ça veut dire 3 cas où c'est les Rickettsia qui ont donné des gènes aux autres bactéries. Donc avec tout ça, on a tenté de dessiner un peu une généalogie des Rickettsia, donc en montrant les différentes origines des gènes chez les espèces de Rickettsia actuelles. Donc une fois qu'on a identifié les gains, on sait que les restes de gènes absents sont bien des gènes perdus. Donc on a utilisé tout ça pour reconstruire des gènes ancestraux, et l'algorithme nous a donné ces résultats, ça veut dire qu'on pense que les proto-alpha-proteobactéries, donc les ancêtres des alpha-proteobactéries, avaient 4079 gènes. Et au moment du passage d'un mode de vie frilivine à un mode de vie intracellulaire, il y avait 2135 gènes qui ont été perdus. Et après, à chaque étape de spécialisation, il y en avait encore des pertes, jusqu'à ce qu'on arrive au Rickettsia actuel, où là encore, on continue à avoir des pertes, avec le nombre de pertes le plus important au niveau du fiche groupe. Donc en conclusion, notre stratégie basée sur l'analyse phylogénétique nous a permis de tracer l'histoire, l'évolution d'un changement de mode de vie frilivine à l'intracellulaire, en prenant en compte tous les événements des gains et des pertes de gènes. Donc on a bien vérifié que le mécanisme principal de l'évolution et la spécialisation dans les intracellulaires stricts est bien la perte de gènes, mais il y a quand même un mécanisme de transfert horizontaux qui est actif entre les Rickettsia et d'autres espèces prokaryotiques et eucaryotiques. Et ça joue apparemment un rôle dans leur diversité génétique. Et dernier point, on avait un nombre de séquences de gènes qui n'ont pas donné d'homologue significatif dans la base de données LR. Donc là, on a conclu que ça pourrait être des gènes qui ont apparu de nouveau, donc des orphanes. Donc leur origine reste un mystère, mais on a quand même été capable d'identifier un nombre d'orphanes. Donc ce travail aussi a été publié dans Biology Direct il n'y a pas longtemps. Et donc les conclusions de ce travail, donc on a bien vu que les bactéries pathogènes ont des génomes plus petits que les bactéries non spécialisées. Donc la capacité pathogénique n'est pas établie par des facteurs de virulence supplémentaires. Donc la virulence est plutôt associée à un répertoire de gènes, ça veut dire des gènes présents mais aussi des gènes absents, et non pas des gènes spécifiques. Donc pour la deuxième partie, donc les transferts horizontaux ont été considérés comme un phénomène rare dans les bactéries intracellulaires, mais depuis il y a beaucoup d'études qui ont identifié des candidats de transferts chez les Rickettsia. Par exemple, là, chez Rickettsia belli, les transferts ont indiqué même le rôle d'amide dans l'échange des gènes. Et dernièrement, il y avait une étude sur Legionella pneumocula qui a aussi démontré qu'il y a un transfert non vertical entre les Legionella et d'autres espèces.